Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Un matin, j'étais allongée sur mon lit, c'était un dimanche matin, j'étais en train de profiter d'une petite grasse matinée. Et j'ai senti sur ma peau comme un rayon de soleil. Vous savez, quand on a un rayon de soleil qui arrive sur nous, c'est très chaud, c'est réconfortant, c'est bienveillant. Et là, j'ai senti, ça y est, il y a quelque chose. Je me suis retournée et j'avais mon nouveau guide qui était là devant moi et qui m'a dit, bah maintenant, au boulot. Va falloir travailler. Maintenant, au travail. Réveille-toi. Sympa de se retourner dans le lit et de voir qu'effectivement... Oui, mais quand on est médium, en fait, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre et encore un parcours de vie extrêmement inspirant avec des histoires de vie. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans ces émissions. Et on va avoir le plaisir d'accueillir Elisabeth Lelouarn qui est installée sur les canapés. Ça va, Elisabeth? Bonjour. Oui, ça va, très bien. Merci d'être là. Est-ce que Sam est quelque part? Ah non, Sam n'est plus là. Ça fait longtemps maintenant. C'est vrai? Ouais. On peut dire qui est Sam? Sam, c'était mon guide spirituel quand j'étais toute petite. Et comme on change de guide régulièrement, Sam m'a accompagnée pendant un moment et puis après, il est parti. Je ne savais pas. Ah bon? Qu'on changeait de guide régulièrement? Oui, c'est vrai? Absolument, oui. On change de guide spirituel à chaque fois qu'on a une phase d'évolution ou une phase de régression ou une phase de stagnation. Donc moi, Sam m'a accompagnée pendant un moment et puis quand sa mission était terminée, j'ai changé. Comment vous avez su qu'il y avait une transition? Parce que vous ne le sentez plus. C'est pas la même personne, du coup, c'est pas la même image, c'est pas la même voix, c'est pas la même énergie. Alors, juste un mot sur les guides, et on va évidemment vous présenter et dire qui vous êtes avec votre ouvrage, bien sûr, votre parcours de vie. Sur l'histoire des guides, moi j'ai reçu évidemment beaucoup de gens ici qui me disent que ça, notamment le fait de lui donner un prénom, les guides n'ont pas de prénom, et qu'en règle générale, c'est une posture de l'humain sur ce plan terrestre qui a besoin d'une identification et donc donne un prénom à son guide. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Moi, je pense que chacun va avoir sa vision, puisque aujourd'hui, dans l'ésotérisme, c'est vrai que d'un médium à l'autre, d'une personne à l'autre, on va avoir des visions différentes. C'est pas étonnant, puisque de toute façon, on est tous différents. Donc, on vit les choses différemment. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de penser que ça n'existe pas, d'autres qui vont dire oui, mais c'est pas comme ça, d'autres qui vont dire oui, mais en fait, moi, c'est pas ce que j'ai vécu non plus. Donc, en fait, d'un médium à l'autre, on va avoir des versions qui vont être différentes. On va avoir des expériences de vie qui sont différentes et forcément, on va avoir des discours qui vont être différents. Bon. Si Sam n'est plus là, qui est là? Aujourd'hui, c'est John. Un guide qui s'appelle John, c'est quand même rock'n'roll. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. Comment est-il? Alors, l'histoire de John, parce que moi, j'aime bien chercher, je suis une chercheuse, c'est-à-dire que je ne prends pas toutes les informations qu'on me donne pour argent comptant. J'arrive pas avec ça. Donc, quand j'ai changé de guide, justement, je voulais savoir pourquoi il était là, qui il était et quelle était sa mission. Parce que je suis très curieuse, donc j'avais envie d'avoir ces réponses-là. Et donc, il m'a donné son prénom d'abord, John. Donc, quand on réussit à avoir le prénom du guide, le principe, c'est pas juste de prendre le prénom, on s'arrête là, et puis ça y est, on a mis un prénom sur un visage ou sur une voix. Moi, j'aime bien aller chercher plus loin encore qui est John, pourquoi il m'a choisi, pourquoi il est là. Et en fait, j'ai fait tout un tas de recherches. Bon, il m'a guidé, hein, sinon j'aurais pas trouvé forcément, parce que John, c'est un peu trop commun. Donc non, ce n'est pas John Lennon, c'est un soldat. C'est un soldat qui est décédé il y a pas très longtemps. Il est décédé en Afghanistan. Et donc, quand il m'a raconté son histoire, il est originaire des États-Unis, il est né aux USA. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait choisi, quelle guerre j'ai à mener, moi, quel combat j'ai à mener. Et donc, il m'a expliqué que quand on a une idée, quand on est focus sur un objectif, on ne doit jamais le lâcher. Donc, mon combat, c'était d'aller jusqu'au bout de la publication, justement, de ce livre. Donc, il y a de grandes chances pour que je change de guide prochainement, parce que sa mission, ça y est, je suis arrivée au bout là. 6 ans.
6 ans d'écriture. Alors, j'ai fait d'autres choses, hein, parce que sinon, vous allez vous dire, c'est bizarre, elle écrit pas très vite. Ah, mais je vais vous dire, je vais jamais dire ça. Moi, j'ai écrit 50 pages d'un livre. Okay. J'ai l'impression que c'est le bout du monde de ma vie. Ouais, bah, c'est ça. Donc, mais c'est vrai. Autant vous avez des gens qui pondent des livres comme ça en 2-2, autant parfois c'est fastidieux, c'est remuant, et surtout que votre histoire. Oui, en fait, parfois... c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que autant j'ai écrit des livres qui étaient plus des manuels, en fait, de la transmission, des supports de séminaires, des choses comme ça. Ça, on va dire que c'est facile, entre guillemets, parce que c'est froid, quelque part. Je suis pas vraiment impliquée émotionnellement dedans. Tandis que là, c'est un livre qui est directement inspiré de mon histoire de vie à moi. Et mon histoire de vie, elle est pas évidente. C'est pas évident. Et ce livre, moi, j'ai commencé à l'écrire il y a 6 ans, mais de base, je disais toujours, c'est un livre que j'écris pour mes enfants dans une idée un petit peu de transmission. Si un jour, ils deviennent parents à leur tour, et c'est tout ce que je leur souhaite, s'ils ont une petite fille ou un petit garçon qui leur dit « je vois des ombres dans la chambre, qu'est-ce que je fais ?» Bon, aujourd'hui, ils ont 20 ans, ça les passionne pas beaucoup, mais peut-être que plus tard, ils seront intéressés par ça. Et du coup, j'ai voulu écrire ce livre au début pour eux. Dans un but de transmission. Et puis après, il s'est étoffé, il a pris beaucoup plus de place que prévu. Au début, j'étais vraiment centrée sur ma médiumnité, comment j'ai vécu les choses quand j'étais enfant. Et après, je me suis dit, mais en fait, je vais être obligée, quelque part, d'expliquer le contexte familial autour de ma médiumnité, parce que sinon, le lecteur, il va pas bien comprendre pourquoi, à un moment donné, je ne vais pas forcément chercher du renfort autour des personnes qui gravitaient autour de moi à ce moment-là. Donc, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intime. Et quand on a une quarantaine d'années et qu'on regarde un petit peu derrière et qu'on est devenu papa, maman à son tour, forcément, on n'a plus la même appréciation des choses. Et on a un petit peu l'impression de sortir la boîte de Pandore d'un endroit qu'on avait bien caché. Et puis, c'est des épisodes de vie qui ne sont pas forcément faciles à décrire, à raconter. Et puis, c'est très intimiste. Hein. Clairement. Bon, est-ce que Guillaume et Louis Romain ont lu le livre? Pas encore. Est-ce qu'ils vont le lire? Ah oui, je pense, ouais. Est-ce que vous avez hésité à écrire des choses dans le livre, sachant qu'effectivement, votre famille allait sans doute le lire? Disons que c'est un roman qui est inspiré. C'est important pour moi, cette notion de inspirer, parce que je voulais pas que ce roman sorte et que ce soit un petit peu le jugement, vous voyez, que je fasse un petit peu le tribunal de ce qui s'est passé il y a 35 ans. Règlement de compte. Voilà, je voulais pas transformer ça comme ça. Et puis surtout, j'avais un message qui était assez fort par rapport aux lecteurs, qui était de leur dire, vous pouvez très bien avoir des épisodes de vie qui sont extrêmement douloureux. Et vous avez 2 solutions dans la vie. Soit c'est quelque chose qui vous plombe éternellement, soit vous en faites une force et vous en faites quelque chose de beau. Et moi, j'ai choisi de le transformer et d'en faire quelque chose de beau. Mais c'est vrai qu'en écrivant, il y a eu des fois où je me suis dit, c'est pas évident. Il y a certains passages de vie où on se dit, ouais, c'est vrai qu'on a vécu ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles dans les années 80 ou dans les années 70, 60, même avant, qui vivaient des choses qui étaient bizarres, qui n'étaient pas normales. Mais on n'en parlait pas comme avant, comme on fait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient un calvaire chez eux et on ne savait pas. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle, en fait. Édition Exergue, chez nos amis évidemment de la belle et grande famille des Trédaniel, Elisabeth Lelouarn avec Né Médium. Alors le titre, oui. Né Médium. Oui. Nous sommes tous nés médiums. Je pense, oui, qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec une forme d'ouverture. Moi, je dis ça comme ça.
une forme d'ouverture à quelque chose. À quoi? On ne sait pas trop. Et très souvent, à l'adolescence, ça a tendance à disparaître parce qu'à l'adolescence, on a d'autres préoccupations que le monde subtil en général. Exactement. Un chemin de vie donc semé d'épreuves. Alors les épreuves, les doutes, les révélations aussi, plein de choses. Mais on sent que dès le départ, vous êtes quand même baigné dans cet univers de spiritualité, de par notamment votre maman, je crois. Alors en fait, du côté de mon papa. J'ai une arrière-grand-mère que je n'ai pas connue puisqu'elle est décédée dans les années 60. Qui était une femme qui vivait dans un petit village breton dans le Trégor. On est vraiment dans l'arrière-pays breton, et donc elle était un petit peu magnétiseuse, un petit peu coupeuse de feu, un petit peu beaucoup de choses, mais on posait pas vraiment de mots là-dessus. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on est quand même sur une terre de légendes. On est quand même baigné par les légendes de la mort d'Anatole Le Braz, les légendes de l'Ankou, etc. Donc c'est quelque chose qui est presque dans nos gènes quelque part. Énergétiquement parlant, c'est une terre qui est très très puissante. C'est ça. Bien sûr. Et donc, mes parents sont nés dans le Trégor, tous les deux, donc ils ont baigné là-dedans, dans toutes ces légendes bretonnes qui ont animé aussi leur enfance. Donc, du côté de ma mère avait très très peur de ça, très très peur de la mort, très très peur de tout ce qu'on n'explique pas. Et de l'autre côté, du côté de mon papa, il y avait une forme d'intéressement, mais qui n'était pas poussée. Voilà, c'était vraiment... quelque chose, bon, j'avais les légendes de la mort à la maison, j'avais des livres qui parlaient de tout ça, mais c'était pas plus que ça. Et au final, quand je disais que je voyais des choses, allez, va te coucher, on verra ça demain, et puis voilà. Exactement. Alors, vous allez faire connaissance au travers, évidemment, de ce roman. Alors, on dit souvent roman, mais c'est un roman autobiographique. Inspiré. Bon. J'insiste. Vous allez découvrir Lily, Annie, Richard, Anne, Yann, Elena, tonton Michel. Tout ça ne sont pas évidemment les vrais prénoms. Pas tous. Pas tous. La part de mystère est là. Oui. Et vous savez, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu qu'il y a un truc, moi, qui me fascinait aussi. Alors, vous êtes plus jeune que moi, mais vous vous souvenez de l'émission Mystère? Évidemment. Qui était cultissime sur TF1. 1992. 1992. Émission qui vous a aussi profondément marqué. Ah, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Je crois que c'est la vraie première fois où j'ai vu une émission à la télévision qui traitait de phénomènes inexpliqués, de châteaux hantés. Et avec un sérieux. Et c'était très structuré comme émission parce qu'il y avait des scientifiques. Il y avait vraiment cette approche construite, pour la première fois peut-être. Et on découvrait, du coup, le grand public pouvait découvrir la parapsychologie, les médiums. Enfin, moi, ça a été une révélation, cette émission. Et une des premières émissions, je m'en souviens, c'est pour ça que je connais la date, c'est juillet 1992. C'est une première émission en prime time qui est diffusée sur TF1. Et dans le menu, entre guillemets, il y a le fameux château de Vos. Qui a une histoire avec vous. Qui est incroyable, parce que le château de Vos, moi, je découvre ça à l'époque avec toute la légende de Lucie. Mais je rêve, ça y est, je me dis, il faut que j'aille dans ce château. Je ne sais pas comment, parce qu'en 92, je n'ai que 11 ans. Donc, il faut que je trouve une solution, quoi. Et puis la vie fait que je vais avoir un voyage familial dans l'Allier et je vais me retrouver devant les grilles du château. Et pas de chance, il est fermé le jour-là et on ne peut pas y aller. Donc, je ne vais pas aller au château de Vos à cette époque-là. Et j'ai ma petite voix à l'intérieur qui me dit « T'inquiète pas, tu vas revenir. T'inquiète, un jour tu reviendras. » C'est sûr. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en juin 2022, j'ai donc Rémi de la chaîne JRM Paranormal qui m'appelle. On se suivait mutuellement sur les réseaux déjà. On avait déjà un petit peu échangé, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et donc, il m'appelle et il me dit « Écoute, je suis sur un tournage, je suis en train de faire une contre-enquête, un projet de contre-enquête dans un château et donc je voudrais tourner avec une médium. Est-ce que tu accepterais de venir dans l'Allier pour tourner et ça se passera sur le week-end du 14 juillet, quoi. » Et là, je me dis « Château, Allier, ça me parle quand même. » Et donc, on a échangé et donc il me dit « Écoute, je suis donc sur un projet de tournage au château de Vos. » Et donc, je suis retournée au château de Vos en juillet 2022 pour tourner une enquête là-bas
avec toute l'équipe de JRM Paranormal. Alors, Lucie? J'ai pas vu Lucie. J'avais très peur de casser ça. C'est dingue, hein. Quand on a vu quelque chose qui nous a tellement fascinés. Bien sûr. On se fait une image du truc. Ouais, on a peur de rentrer dans... J'avais l'impression de rentrer un petit peu dans l'écran et de me dire, bon, bah, ça se trouve, je vais être super déçue parce qu'il n'y a pas de Lucie au château. Et on a tourné et pour moi, il n'y a pas de Lucie. Il y a beaucoup de choses, comme dans beaucoup de lieux qui sont chargés d'histoire, forcément. Mais c'est un lieu très intéressant qui est dans un état aujourd'hui de dégradation avancée. Ah ouais, c'est triste. Mais j'ai pas vu de Lucie au château de Vos. Bon, parce que juste en 2 secondes, évidemment, c'est pas le propos, mais Lucie... elle aurait été enfermée, je crois, dans le château. Oui, c'est ça l'histoire. Comme toutes les dames blanches, comme toutes les dames blanches, c'est toujours les maîtresses des seigneurs qui se retrouvent confrontées aux épouses particulièrement jalouses et visiblement assez dures, qui décident d'enfermer les jeunes maîtresses dans des donjons, des tours ou des cachots. Et donc, le fantôme de Lucie, bah, c'est ça, ce serait donc une servante qui a travaillé au château, qui a eu une relation cachée avec le seigneur de l'époque, et sa femme l'aurait emprisonnée dans la tour de l'horloge, et puis elle lui aurait trouvé, bien sûr, la mort. C'est ça l'histoire. Donc, et en fait, quand vous allez dans cette tour, en tout cas de ce qu'il en reste, vous ressentez rien? Alors, je ressens certaines choses, oui. Je vais avoir parce que ma médiumnité est complète. Donc, c'est-à-dire que je peux entendre, voir, sentir, ressentir. Vous avez le combo. J'ai le package. Moi, je me suis dit, je vais partir avec tout ou rien. Sam et John, ils se sont dit, bon, attends, on va lui mettre la totale. Elle va cocher toutes les cases. Elle va chercher sinon, donc il faut mieux lui donner tout de suite. Exact. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, mon premier ressenti, je vais sentir la fumée. Je dis, tiens, j'ai l'impression qu'il y a du feu. J'ai l'impression qu'ici, je vois des soldats. Ici, je vois des gens qui font un peu la garde, etc. Et ce qui est très intéressant au château de Vos, et ce qui était aussi difficile finalement, c'est que on a tellement parlé du château de Vos et j'avais tellement vu de choses sur le château de Vos que je voulais pas me laisser finalement influencer par tout ce que j'avais entendu avant. Donc je me disais, il faut pas que je m'imprègne de trop de tout ce qui a été dit, parce que ça n'a aucun intérêt pour le coup. Il faut vraiment que je me concentre sur des choses qui n'ont pas été dites. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une partie donc, de cette vidéo qui est toujours sur la chaîne de JRM, bien sûr. Et il y a une partie où je visite, et en fait, c'est à l'aveugle, donc c'est-à-dire que je donne des ressentis. Ici, je vois ci, je vois ça, j'entends ci, j'entends ça. Et après, on a la visite avec le fils de la propriétaire qui va, lui, nous donner des éléments assez inédits sur le lieu, notamment justement sur une femme, qui n'est pas Lucie, mais je vois une femme au 2e étage du château, qui, dans la journée, elle défile, elle est assez... c'est assez cool, en fait, comme contact. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien. Et par contre, le soir, elle devient d'une agressivité féroce. Et je ne comprends pas, en fait, la différence entre les deux. Et le fils de la propriétaire va nous expliquer qu'il y a une personne, et donc ça, c'est avéré, il y a des archives là-dessus. Il y a une femme qui a été accusée d'avoir tué ses enfants, et qui a été donc jugée, emprisonnée, etc. Et en fait, elle a été reconnue innocente des années plus tard. Et ils ont fait, donc, dans la cour du château, ils ont fait un petit endroit pour sa mémoire, faire une espèce de petite commémoration, etc. Et donc ça, personne ne le savait. Donc c'est ça que je trouve intéressant, finalement. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, chacun aura sa vision des choses, comme je dis toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet élément qui était complètement tombé dans l'oubli, eh ben, finalement, c'est ça que j'ai capté. J'ai pas capté Lucie, mais j'ai capté cette dame qui était là. Et je pense que c'était peut-être aussi important pour elle, peut-être, de révéler une nouvelle fois qu'elle avait été jugée alors qu'elle était innocente. Bon, vous êtes aussi passeuse ? Alors, passeuse d'âme, c'est un grand mot, encore une fois, c'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui, hein, on entend beaucoup ça, mais le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui va pouvoir aider, quelqu'un qui est bloqué, c'est pas quelqu'un qui veut partir. Donc ça m'arrive d'en faire, mais j'en fais très peu, parce que c'est très énergivore, ça fatigue énormément, et puis il faut pouvoir le faire au moment où ça se présente. Donc, si je peux le faire à l'instant T, je le ferai, mais ça peut durer 24 heures, ça peut durer 2 mois, ça peut être très long, mais c'est pas ma spécialité.
Alors, on va reprendre quelques points clés de votre parcours que vous révélez, évidemment, de votre histoire. D'abord, il y a un âge clé, 33 ans. 33. Au lieu de la symbolique... Alors, il y a la symbolique du 33, comme par hasard. Ouais. Bon. Pourquoi avoir attendu autant de temps, 33 ans en l'occurrence, pour accepter celle que vous êtes aujourd'hui? Parce que j'ai vécu ça très négativement, en fait, la médiumnité, quand j'ai commencé à comprendre, parce qu'il y a un cheminement, dans le livre, on le voit. Quand j'ai 3 ans, je rentre à l'école, je suis scolarisée dans un ancien hôpital de guerre, donc je vais avoir des visions qui vont pas être belles du tout. Je comprends pas, en fait, il y a dans le livre, je l'explique très souvent, je me mets un petit peu en observation parce que je comprends pas pourquoi les autres réagissent pas quand moi j'entends crier, ils réagissent pas quand il y a quelque chose qui traverse la pièce. Donc il y a toute une phase de questionnement où je sais pas ce que je vis exactement jusqu'au moment où il y a une progression et que je commence à comprendre que manifestement c'est pas les autres qui ont un problème, c'est moi, évidemment. Et en fait, j'ai été tellement je dirais perturbée par tous ces épisodes assez agressifs d'entités, etc., que j'ai voulu être normale. Mon objectif, c'était de rentrer dans le moule, de pas faire de vagues, de pas faire de bruit, d'être comme tout le monde finalement. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose qui arrive, je me dis non, je veux pas voir, je veux pas entendre, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi. Et je crois que je l'ai fait très longtemps. Très très longtemps, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de médiums ou comme beaucoup de gens qui se révèlent sur le tard. Et moi, il a fallu qu'il y ait un déclencheur dans ma vie, et le déclencheur, ça a été le départ de ma maman. Comme beaucoup de gens, encore une fois, je vis ce choc émotionnel de la perte de ma maman. Et là, je crois qu'il y a toute une réflexion qui s'installe dans ma tête en me disant, mais en fait, la vie, elle passe très très vite. Ma mère est décédée, elle avait 68 ans. Moi, j'avais 30 ans, c'était l'année de mes 30 ans. Et je me disais, si ma vie, elle s'arrête demain, est-ce que je ferai les mêmes choix? Est-ce que je ferai la même chose? Est-ce que c'est vraiment moi? Puisqu'à l'époque, j'étais commerciale, je vendais des cuisines et des salles de bain, donc rien à voir. Mais j'ai eu cette espèce de cheminement intérieur où je me suis dit, mais en fait, t'es pas à ta place, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Je suis toujours étonné de ça, quand on est effectivement depuis toute petite avec cette faculté médiumnique et le déploiement de cette faculté, c'est quand il arrive un drame comme ça, et notamment la disparition de votre maman, vous auriez pu quelque part être aussi réconforté à l'idée de vous dire que vous serez de toute façon en contact avec votre maman. Non, moi je voyais pas ça comme ça. Vous l'avez pas vu comme ça? Non, je l'ai vu comme quelque chose... Un déchirement, évidemment. Ouais, j'ai vu ça comme un déchirement. Alors déjà, j'étais très très proche de ma maman. Elle a vécu chez moi pendant 2 ans, les 2 dernières années où elle était avant de partir. Et en fait, moi j'étais en colère contre tout. J'étais dans une phase de colère où c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, mais ça peut pas être ma mère, ça peut pas être chez moi. J'arrive pas à la sauver. J'avais du magnétisme, mais je comprenais pas comment ça marchait, mais j'essayais de faire des soins à distance le soir en me disant bon, je vais la sauver, en fait, je vais réussir à la sauver. Et je voulais pas entendre en plus qu'elle allait partir. Donc j'ai été dans un déni extraordinaire pendant plusieurs mois, même après son départ, où c'était un sujet je voulais pas en parler, je voulais pas imaginer ça. Et ça m'a foudroyée sur place. Et je croyais plus en rien. Donc, entre mes 29 ans, parce que j'avais pas encore 30 ans, j'étais dans l'année de mes 30 ans, jusqu'à mes 33 ans, finalement, j'ai eu ce cheminement de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie, de mort? Enfin, tout ce qu'on construit meurt, on part, on se bat, quand on est vivant, je veux dire, on se bat pour obtenir des choses, on part, on laisse tout derrière nous. Ça a été ce genre de questionnement pendant plusieurs années. Ouais. Et pourtant, vous acceptez à 33 ans. Et à 33 ans, je commence à faire un espèce de compromis. C'est-à-dire que quand vous avez voulu toute votre vie que quelque chose s'arrête, ma maman s'en va, je subis un choc émotionnel qui me ferme ma médiumnité. J'ai plus rien. Les premiers temps, je me dis, c'est super, parce que je vais pouvoir dormir. Donc ça, c'était ma priorité, c'était le sommeil. Je me disais, je vais plus être réveillée la nuit, je vais plus avoir des attaques, je vais plus aller dans des lieux, être perturbée, changer d'humeur d'une seconde à l'autre et tout. Enfin, c'est super, je vais avoir une vie normale. J'ai toujours voulu être normale. Eh ben, bingo, ça y est, t'as gagné, t'es normale. Bah ouais, mais sauf qu'au bout de quelques mois, je me dis, mais du coup, je peux plus parler avec ma mère. Parce que je suis normale.
C'était ça le côté réconfortant que vous pouviez avoir. Donc là, je suis rentrée dans une nouvelle stratégie, voilà, où je me suis dit, bon, il faut que ça revienne. En fait, il faut que ça revienne. Mais alors comment? Parce qu'on sait, alors je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas, mais on sait qu'un choc émotionnel peut provoquer une ouverture de conscience. C'est souvent ce qui se passe. Mais pour le coup, le choc émotionnel peut aussi fermer une conscience. Donc moi c'était verrouillé. Et c'est là que je me suis mise à aller voir des médiums, des conférences, des magnétiseurs, des voyants, plein de choses. Et que j'ai constaté aussi l'ampleur de ce milieu où on me disait tout et son contraire, en fait. C'était terrible. On me disait, va voir tel praticien, il est extraordinaire. J'arrivais devant lui, je me disais, non, mais c'est pas extraordinaire du tout. Ça me parle pas, en fait. Moi, je suis trop terre à terre, je suis trop dans la matière. Donc j'ai été en errance comme ça pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre avec un coupeur de feu au fin fond de ma Bretagne armoricaine, voilà. Et lui, il m'a parlé, je pense qu'il a vu clair, en fait, en moi. Et il m'a dit, tu sais, la médiumnité, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour soi. Si tu fais ça juste pour parler avec ta mère, ça marchera jamais. Tu pourras pas faire ça. C'est pas la peine. Si tu acceptes d'être médium, il faut le faire, mais pour tout le monde. Il faut le faire pour les gens. Il faut que tu acceptes d'être un outil au service des gens. Et sinon, c'est pas possible. Déclencheur. Et déclencheur, je me suis dit, bah oui, mais si j'ouvre la porte, je sais comment ça marche. Il va y avoir du bon, mais il y a aussi du moins bon. Et donc, lui m'a expliqué qu'on ne pouvait pas choisir. En fait, dans la vie de tous les jours, on n'a pas que des bonnes rencontres. On n'a pas que des choses positives qui nous arrivent. Il y a de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, bah, OK. OK, faut que ça revienne. Je ne sais pas où il est le bouton on, en fait. Il est où ce bouton? Et puis, j'ai été dans un cheminement comme ça où j'ai lu beaucoup de livres aussi. C'est des conférences, des vidéos, des reportages. Enfin, j'avais envie de me reconnecter quelque part à tout ça. Et puis un matin, j'étais allongée sur mon lit, c'était un dimanche matin, j'étais en train de profiter d'une petite grasse matinée. Et j'ai senti sur ma peau comme un rayon de soleil. Vous savez, quand on a un rayon de soleil qui arrive sur nous, c'est très chaud, c'est réconfortant, c'est bienveillant. Et là, j'ai senti, ça y est, il y a quelque chose. Je me suis retournée et j'avais mon nouveau guide qui était là devant moi et qui m'a dit, bah maintenant, au boulot. Va falloir travailler. Maintenant, au travail. Réveille-toi. Sympa de se retourner dans le lit et de voir qu'effectivement... Oui, mais quand on est médium, en fait, c'est normal. C'est normal. Mais le réveille-toi, ça a été... la symbolique, c'était, bon, tu te réveilles et c'est maintenant, quoi. Et quand c'est revenu, bah, c'est vrai que ça a été comme un barrage qui cède. C'est revenu vraiment intensément. Et je me suis dit, mais je peux plus rester commercial. En fait, j'arrivais plus à parler en marge, en chiffre d'affaires, en bénéfice, en tout ça. Ça me parlait plus. Et c'est là que je me suis lancée aussi dans le bénévolat. Je suis devenue bénévole dans les hôpitaux. J'ai accompagné les malades. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'adorais être avec les gens comme ça. Il y avait un investissement humain qui n'avait rien à voir avec tout le reste. Et puis après, la décision de tout quitter, encouragée par mon mari, encouragée par mes bons amis, parce que tout le monde ne comprend pas qu'on passe... Vous avez dû en perdre au passage, évidemment. Ouais, mais c'est que c'était pas des bons. Oui, bien sûr. Mais après, je peux comprendre. Hein, je peux comprendre que de dire à tout le monde, bon, je vais quitter mon poste et puis... je vais me lancer en tant que magnétiseuse, coupeuse de feu. Je vais faire un peu de cartomancie, je vais faire un peu de voyance, je vais faire un peu de médiumnité. Ça fait beaucoup d'un coup. Alors, il savait que j'étais je suis assez extrême comme personne. Quand je prends une décision, moi, j'y vais à fond ou j'y vais pas du tout. Mais je comprends, oui. Je comprends que ça peut faire peur. Un mot sur, et vous l'avez évoqué justement, ce bénévolat dans les hôpitaux. Oui. C'est intéressant parce que d'abord, ça sous-entend qu'il y a des hôpitaux qui sont ouverts. Bien sûr, oui. Parce qu'on a souvent une connotation très péjorative où on se dit mais enfin comment se fait-il dans les soins palliatifs, même si on sait que les gens sont extrêmement dévoués et dans ces services-là c'est jamais facile, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Mais donc ils font appel à des médiums aussi de temps en temps. Alors là, moi mon rôle dans le milieu justement de l'accompagnement, c'était les coupeurs de feu, parce que donc les services de radiologie,
comment on dit? Je ne sais plus. Non. Les services d'oncologie ouais. Cherchent très souvent des coupeurs de feu comme ça pour soulager les effets de la chimio et de la radiothérapie. Donc moi, j'ai accompagné ma maman quand elle était malade et puis je croisais tout le temps un intervenant dans l'hôpital qui était un membre d'une association qui, à l'époque, en Côte d'Armor, ça s'appelait Oncarmor. Donc cette association, c'était une association qui accompagnait les familles de victimes et les victimes du cancer sur différents plans. Il y avait des psychologues, il y avait plein de choses, et puis il y avait aussi toutes les médecines un peu parallèles. Parce que c'est vrai qu'en Bretagne, on est quand même très ouvert à certaines choses. Visiblement. Voilà, donc dans les hôpitaux, en Bretagne, vous avez des acupuncteurs, vous avez des hypnothérapeutes, vous avez des coupeurs de feu. Enfin, pour nous, c'est assez normal, en fait, d'avoir ça. Et c'est là que j'ai commencé à être bénévole dans les hôpitaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le centre de Grand Brûlé à Nantes a sa liste de coupeurs de feu. L'hôpital de Lyon, Grand Brûlé aussi, a sa liste de coupeurs de feu. Alors, c'est pas quelque chose qu'on met facilement en avant, parce que c'est pas facile peut-être pour ces gens-là qui sont des scientifiques de parler de coupeurs de feu. Mais en Bretagne, c'est très commun. Mais sur les coupeurs de feu, ça, évidemment, on le savait. En revanche, votre action et votre ressenti au travers de la médiumnité, ouais. Vous l'avez aussi mis en place dans les hôpitaux? Non, pas du tout. Non. Okay. Je reste vraiment sur le côté soulager les effets secondaires de la chimio et de la radiothérapie. J'essaye de ne pas envoyer ça parce que je ne veux pas que le personnel ou même les familles se disent « Ah elle envoie aussi ça » alors qu'en fait, on est dans le soin là. On essaie de les guérir, les gens, on essaie de les accompagner. Après, je fais de l'accompagnement en fin de vie parce que j'ai accompagné ma maman et que c'est quelque chose qui est devenu... très important pour moi. Et moi, je suis plus je veux dire, je suis un peu le pivot. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de la famille, je ne fais pas partie de l'hôpital, je ne suis pas médecin. Moi, je vais avoir une approche peut-être plus spirituelle des choses, plus subtile. Je vais souvent répondre à des questions que les gens se posent quand ils sont en fin de vie, en fait, de savoir s'ils sont tout seuls, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là. Les gens eux-mêmes, les malades eux-mêmes? Ouais. Et par exemple, les comateux ou les gens qui n'ont pas la possibilité de parler, moi je sais que s'il y avait un truc comme ça, j'aimerais que quelqu'un comme vous puisse me dire, il pense ça, elle pense ça, elle a envie de dire ça. Oui, ça m'est arrivé avec c'est assez triste, mais bon. C'est un jeune homme, en fait j'ai beaucoup suivi cette dame parce qu'elle elle s'est occupée de son fils après un très grave accident de la route. Il est devenu tétraplégique. Et donc, elle l'a installé chez elle. Elle ne voulait pas qu'il reste à l'hôpital. Donc, il y avait tout un service médical qui était mis autour tous les jours. Et à la fin, son état s'est dégradé d'un seul coup au niveau cardio-respiratoire. Et il est tombé dans une espèce de phase d'inconscience. Alors, on ne disait pas à l'époque, on n'avait pas dit que c'était coma. On disait que c'était une phase d'inconscience. Et un jour, je suis arrivée chez elle parce que très souvent, je passais... Moi, j'aime bien le côté très spontané, où viens boire un café vite fait, voilà, allez, tu passes, ok. Et je suis passée, et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Donc, elle m'a servi le café, on discutait, son fils était dans la pièce d'à côté. Et j'ai entendu comme s'il m'appelait alors qu'il n'était plus conscient. Et il m'a dit, il faut qu'elle vienne maintenant. Et donc, je lui ai dit, il faut qu'on aille le voir, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, non, t'inquiète pas, le personnel soignant est venu il y a 1 heure, tout allait très bien. Je dis, oui, mais en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a été autour de lui et il m'a dit, donc il était inconscient, mais on va dire que inconsciemment, il m'a dit, Elisabeth, dis-lui qu'il faudra qu'elle vide ma chambre, il ne faut pas qu'elle garde mes affaires. Je ne veux pas qu'elle vive dans mon souvenir parce qu'elle a mis toutes ces années, entre parenthèses, juste pour moi. Elle s'est complètement oubliée. Et c'est très important qu'elle fasse ça. Et du coup, je lui ai dit, je lui répète, mot à mot. Et en fait, là, elle comprend que son fils est en train de partir. Et je lui dis, elle s'appelle Catherine, et je lui dis, tu sais, Catherine, je pense qu'il faut que tu lui dises que tu es prête, toi aussi, à le laisser partir. Parce qu'en fait, là, tu vois, il peut plus, quoi. Il peut plus tenir. Et donc, il est parti juste quand j'étais là. Quand j'étais là pour boire le café. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Clairement. Et c'est vrai que
je trouve qu'on devrait, alors bien sûr, dans les instances médicales, donc scientifiques, c'est toujours très compliqué, mais on devrait mettre en place ce genre de choses. Bah, moi, vous savez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont ouverts à ça, même s'ils n'en parlent pas. Parce que j'ai énormément de médecins qui me consultent, j'ai beaucoup de psys, des psychologues, des psychiatres. Après, c'est sûr que c'est toujours le côté un peu tabou. On n'aime pas trop parler d'ésotérisme parce que c'est pas prouvé scientifiquement. Oui, bien sûr. Et après, je suis aussi d'accord qu'il y a une forme de méfiance parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui se porte très bien, qui se porte peut-être même trop bien. Et en fait, on voit tout et rien. Donc, il faut être très prudent. Donc, moi, je suis la première à dire que oui, il faudrait avoir des coupeurs de feu dans les hôpitaux. Oui, il faudrait peut-être avoir une approche un petit peu plus holistique de certaines choses. Oui, les médecines alternatives, ça peut fonctionner en complément de la médecine moderne. Oui, les radiesthésistes devraient travailler avec les services de gendarmerie et de police, un peu plus, parce que ça existe aussi. Peut-être qu'il faudrait ouvrir la porte, mais avec une très grande prudence, pour pas laisser rentrer n'importe qui, quoi. En tout cas, si c'est le souhait des familles, oui, on devrait peut-être répondre à cette... Ah oui, moi je réponds toujours, hein, même quand on m'appelle. J'ai des gens, des fois, qui habitent dans d'autres régions, et puis les parents sont en Bretagne, ils me demandent, est-ce que vous voulez bien aller ? Vous me dites après, vous me faites un petit compte rendu de ce que vous avez vu, et ça rassure aussi les gens. Et puis, moi, je pars toujours du principe où il faut être le petit rayon de soleil, en fait. Donc moi, je vais là et j'essaye de faire un peu d'humour, parce que j'ai un humour un peu... Alors, quand vous avez effectivement ce potentiel-là, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez la totale. Vous percevez, vous entendez, vous ressentez, vous voyez, etc., etc. Quand vous êtes dans ces chambres d'hôpitaux et que les gens sont à quelques heures de partir, beaucoup, évidemment, se posent des questions. On a parfois des malades qui parlent en disant qu'il y a des entités qui viennent les chercher, qu'il y a des êtres qui viennent les chercher, etc. Est-ce que vous les voyez, ça, vous ? Oui. Quand une personne va partir, en général, il y a... En fait, c'est assez compliqué pour le médium d'assister à ça, parce que d'un côté, il y a le déchirement des vivants qui ne veulent pas laisser partir la personne, c'est évident, bien sûr. Ou parfois qui souhaitent peut-être qu'elle parte parce qu'il y a tellement de souffrance qu'on préfère difficile. se dire... Les gens pleurent, en fait. Il y a beaucoup de larmes, même quand la situation est parfois terrible. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, il y a les retrouvailles, c'est ça qui est beau, quoi. Ça que je trouve toujours perturbant. Donc l'accompagnement, c'est aussi rester à sa place en tant qu'accompagnante. Donc je suis présente, mais... Et donc vous les voyez ? Voilà, je reste quand même à distance. Très souvent, je vois les vivants qui pleurent parce que il est parti, c'est triste. Et puis de l'autre côté, je vois les défunts. Ah bah ça y est, t'es venu me chercher, t'es là. Ou alors l'étonnement, ah mais ça existe. J'ai un monsieur qui m'a dit ça il y a quelques mois, là. Je l'ai accompagné. Il y croyait pas trop, mais bon, sa femme m'avait un peu imposé. Madame était très ouverte à tout ça, monsieur un peu moins. Et puis quand on est malade et qu'on sait qu'on va mourir, on n'a plus envie de croire en rien. Et puis quand il est parti, il est décédé. Et j'étais chez moi, j'étais en train de ranger mon bureau en fin de journée, voilà. Et puis je le vois apparaître devant moi, il me dit « Mais ça existe ?» J'ai dit oui. Donc j'ai su qu'il était parti. Chez bon, bah voilà. Alors dans votre livre, on ne peut pas évidemment tout dévoiler parce qu'il faut lire les choses, mais quand vous dites un chemin de vie semé d'épreuves, de doutes, mais aussi de révélations et de peur. Beaucoup de peur, oui. Et vous dites ce truc qui est assez incroyable, je veux être le diable. On est en février 1985. C'est vrai. Kesako. Je suis dans une école privée. Donc, on nous parle de tout ça, le catéchisme, tout ça un petit peu. Et je me dis, peut-être que si je fais encore plus peur, peut-être que du coup, ils m'embêteront pas, quoi. Je vais avoir des journées un peu plus, une journée au moins un peu plus cool, quoi. Et du coup, je fais une crise à ma mère pour avoir un masque. À l'époque, on fait beaucoup de masques comme ça dans les années 80, des masques en plastique, et il y en a un, c'est le diable. Et ma mère me dit, mais t'es folle ou quoi ? Dans une école privée, je vais t'envoyer au carnaval avec un masque de diable, ça va pas. Et pour moi, ça coulait de source. Je me disais, mais si, il faut que je me trouve un déguisement affreux, comme ça je vais leur faire encore plus peur que eux me terrifient. Mais ça n'a pas marché. Et c'est vrai que vous racontez assez facilement, évidemment, tout ce que vous avez pu vivre en 84, les premières sorties de corps, le somnambulisme. Alors là, vous êtes toute petite, évidemment. Les apparitions nocturnes pendant les spectacles de décembre 84.
les révélations de cette attirance paradoxale que vous évoquez effectivement à l'instant avec le phénomène du « je veux être le diable ». Et puis, il y a vos guides qui arrivent et il y a la Dame Noire. Ah. On est en 86, exactement. Apparition d'une vieille dame, vieille femme en noir. Okay. Oui. Et là, il faut que vous nous expliquiez évidemment l'histoire parce qu'elle est... Alors l'histoire, c'est que nous sommes à ce moment-là dans la maison de ma mère. Oui. Ma mère a une maison donc sur la côte de Granit Rose. Et donc on va très régulièrement avec toute la famille pour nettoyer le jardin, puisqu'on a un grand jardin, donc forcément il faut l'entretenir. Et je me rends compte que je cherche une flamme en plus, mais il n'y en a pas. Quand on regarde dans une flamme, vous savez, on a le mirage de la flamme qui se dessine. Et donc, ma mère fait un feu à l'arrière du jardin. Et je me rends compte que quand je me focalise sur le mirage, ma vue se brouille. Et là, je commence à voir apparaître quelque chose d'autre à côté. Et donc, c'est là que je commence à comprendre que la clairvoyance, ça, c'est un petit tips que je donne, mais la clairvoyance, il ne faut pas chercher à faire le focus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à avoir une image nette. Il faut commencer à avoir la vue qui se brouille. Et c'est quand on a la vue qui se brouille que là, il y a des choses qui arrivent. Et bah là, forcément, moi, j'ouvre encore une porte et ce n'est pas la bonne, visiblement. Et là, je vois une femme qui me regarde, mais qui me met mal à l'aise. Donc, j'ai un mouvement de recul parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup de mal à discerner les vivants et les morts. Je ne sais pas si elle est vraiment vivante ou si c'est autre chose. Et je vais me rendre compte que c'est pas du tout autre chose. Je vais prendre peur, je vais vouloir fuir dans le jardin et elle va me poursuivre. Mais elle est sur mon épaule, quoi. Et rien que d'en reparler, je ressens encore cette sensation qui est qu'on a envie de fuir, mais on a l'impression que les jambes, elles vont pas assez vite et qu'elle est là, quoi. Je sens son souffle, elle est sur mon épaule, quoi. Donc je me faufile partout et puis j'arrive à me retrouver dans une situation où ça y est, elle ne peut plus m'atteindre. Je cherche partout, elle a disparu, classique. Mais là, spontanément, je vais dire à mon père, il y a une dame dans le jardin. Et lui, c'est un ancien militaire, donc ça y est, quoi. Il y a quelqu'un dans le jardin, lui, il y va. Il fait le tour de la maison avec le fusil, ça y est, on va la chercher, elle est où, c'est qui C'est un peu les... C'est une scène, c'est vrai, qui est un peu surréaliste, mais c'était ça chez nous, quoi. Alors, vous dites aussi, par exemple, en septembre 88, il y a votre maman qui vous emmène voir un pédopsie. Ouais. Parce que, justement, elle est perturbée par les comportements que vous pouvez avoir ? Oui, parce qu'elle ne comprend pas comment je peux changer aussi vite d'humeur. C'est-à-dire que ma médiumnité, à l'époque, je la subis. Donc, quand je vais à l'école, je peux tomber dans la mélancolie tout de suite. Elle me récupère, je suis au bord des larmes. 1 heure après, je suis complètement euphorique. Je ne suis pas stable du tout. Aujourd'hui, on dirait bipolaire. Ouais, elle est bipolaire, elle va pas bien, la petite. Elle va faire quelque chose. J'ai des absences, je suis un peu dans ma bulle. Très tôt, quand même, on a une bibliothèque à la maison, donc j'aime bien aller... piquer des livres sur l'ésotérisme, la sorcellerie, enfin, après tout ce que je trouve. Et ça angoisse ma mère. En plus, j'ai un voisin qui a une vidéothèque à l'époque avec plein de films d'horreur. Donc, dès que j'ai l'occasion, je vais chercher des films comme ça. C'est-à-dire que moi, L'Exorciste, je l'ai regardé, j'avais 8 ans, la première fois. Donc, je suis fascinée par ça. En même temps, je suis terrorisée par ça. Enfin... Et je pense qu'elle était démunie. Et elle s'est dit, je vais l'envoyer voir quelqu'un parce que peut-être qu'il va me dire qu'il y a un problème ou autre, mais je peux pas la laisser comme ça. Puis, moi, je pleurais toutes les nuits, en fait. Je faisais beaucoup de cauchemars, beaucoup d'angoisse. Et ce qui est fou, c'est que vous avez votre guide à ce moment-là, oui. Sam. Pas John, Sam. Non, c'était Sam. Et Sam vous dit, quand tu vas être devant le médecin, le psychiatre, dis tout ce que tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis aux parents, vous inquiétez pas, si votre enfant, il va pas bien, admettons, il commence à dire qu'il y a des choses comme ça, il fait des angoisses, il fait des terreurs nocturnes, etc. Les gens me disent souvent, mais je peux pas l'envoyer vers un psy, vous vous rendez compte, ils vont dire qu'il est fou. Je lui dis non. S'il est vraiment médium, il va s'en sortir.
il s'en sortira. Et donc, moi, je suis impressionnée parce que je suis asthmatique, enfant asthmatique. Donc, j'ai vu beaucoup de médecins quand j'étais petite. Et là, elle m'envoie encore chez un autre médecin, mais je le sens pas. Je le sens pas. Je sens qu'il y a un truc, parce que je sens aussi que ma mère est angoissée ce jour-là. Peut-être qu'elle a peur aussi de ce que je vais dire, parce qu'il faut pas que je dise certaines choses non plus. Et en fait, tout me paraît trop grand ce jour-là. Je me souviens de sentir encore mes jambes. Je faisais balancer mes jambes sous la chaise. Tout est trop grand, quoi. Et ce psy-là, quand je m'assois en face de lui, il a, vous savez, les costumes que beaucoup avaient de médecins à l'époque, avec des grosses épaulettes et tout. Donc, moi, je suis toute petite par rapport à ce monsieur-là. Et Sam me dit, écoute, t'inquiète pas, tu répètes juste et ça va bien se passer, quoi. Et qu'est-ce que vous balancez? Et là, je balance, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, hein, comme d'habitude. Je vois une dame qui apparaît derrière lui. Et lui me dit, alors, tu as un ami imaginaire? Et je vois cette dame derrière lui, et c'est la bonne bretonne, quoi, avec le chignon remonté, les cheveux blancs. C'est Martha? Ouais. Et puis elle me dit, quand il était petit, il aimait bien que je lui fasse des tartines d'abricots quand il rentrait de l'école. Et puis il avait un petit chien qui s'appelait Artus. Et puis la maison, elle était comme ci, elle était comme ça. C'était disposé comme ça. Et puis il est venu habiter à la maison parce qu'il s'est passé ça avec sa mère. Et puis machin. Et en fait, je commençais à tout répéter, mais mécaniquement, puisqu'on m'a dit de répéter, donc moi je répète. J'ai pas la notion à l'époque de ce que ça va lui provoquer finalement. C'est-à-dire que on m'a dit de répéter, je répète ça comme une poésie, quoi. Je balance tout. Et il s'est reculé dans son fauteuil et il m'a dit, ok, tu veux bien me faire un dessin? Je lui ai dit, oui. Pas de souci. Et donc, il m'a demandé de dessiner la maison. Donc, j'ai dessiné la maison, j'ai dessiné sa chambre. Incroyable. J'ai donné plein de petits détails, des grands détails aussi. Et puis, en fait, il m'a dit, bon, écoute, on va aller chercher ta maman. Voilà. Et ma mère revient dans le cabinet, fébrile, parce qu'elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Comment alors? Résultat, alors? Et le pédopsie lui a dit à l'époque, écoutez... elle va très bien. Votre fille va très bien. Je ne peux pas expliquer ce qu'elle m'a dit, mais par contre, elle va bien. Et du coup, ma mère, elle a gardé. Elle va bien. Ok, super, on rentre à la maison. Merci beaucoup. Merci. C'était super. Allez, au revoir. Vous l'avez jamais revu? Et je l'ai jamais revu, non. Et en fait, je pense que ma mère, elle avait juste besoin d'être rassurée en se disant, bon, voilà, c'est juste peut-être une enfant curieuse. Et du coup, comme elle est curieuse et qu'elle s'intéresse à tout, et peut-être même à des choses qui ne sont pas du tout de son âge, mais si elle va bien, elle va bien alors. Il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'anecdotes, je pense notamment à la séquence orage en plein mois de juillet, en 91, ça, il y a un gros orage qui tape, et puis vous êtes obligé de quitter l'établissement scolaire pour aller dans le gymnase, c'est ça? En fait, c'est un centre de loisirs. Ah oui, centre de loisirs. Alors en fait, je me fais piéger cette année-là parce que j'ai pas du tout envie d'y aller de base. Et ma mère me force, parce que comme je passe mon temps à piquer des cassettes de films d'horreur chez le voisin, elle se dit, on va la mettre là et au moins, elle sera occupée, elle ne sera pas devant la télé. Et donc, je me retrouve là, et puis il y a un camp qui est organisé, un camping. Et donc, je vais au camping, on s'installe toute l'après-midi, etc. Et puis, en fait, il y a un orage énorme qui se déclenche en fin d'après-midi. Et on nous dit, en fait, on va pas pouvoir rester là pour des raisons de sécurité, on va être obligé de dormir dans un gymnase. Et moi, je me dis, dans un gymnase, c'est particulier parce que, peut-être qu'aujourd'hui, les gymnases, je fréquente pas beaucoup les gymnases, ça se voit, mais les anciens gymnases des années 80, c'était tout vitré, c'était tout métallique, c'était froid. Je me suis dit, ça va être horrible. Et ça a été horrible. Parce qu'il y a eu un orage, effectivement, qui a été terrible. Et bien sûr, moi, j'essaie de me mettre tout au milieu, parce qu'on s'était tous retrouvés par terre, allongés, à dormir sur des tapis de sol, dans des sacs de couchage, etc. Donc, je voulais vraiment me mettre au milieu pour avoir des gens autour de moi. Et pas de bol, je me retrouve à l'extrémité, bien sûr, de tout le monde. Et là, je me dis, mais en fait, je vais jamais pouvoir dormir là, quoi. C'est pas possible, je pourrais pas.
Et puis, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Je commence à ressentir une présence, quelque chose. Je me dis non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et puis, en fait, si. Après, je ne sais pas si je spoil ou pas ce passage. Alors, vous lirez la suite, évidemment, pour savoir qui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé, évidemment. Il y a un truc aussi qui est incroyable, c'est-à-dire il y a le spiritisme. Oui. Les séances de spiritisme. Fascination. Fascination. Je crois... Alors, je ne sais plus, parce qu'il y a tellement d'anecdotes, j'en ai partout, pour tout vous dire. Mais c'est avec votre cousine, je crois, c'est ça? Non, c'était avec ma voisine. Ou avec votre voisine. Avec ma voisine, ouais. Vous faites des séances de spiritisme. En fait, à l'époque, on enregistre les émissions mystères. Ah oui. Sur cassette, VHS. Exact. Et on se les repasse en boucle. Mais on se les repasse, on fait des après-midi entières à regarder Mystère. Et puis à regarder des films aussi. À l'époque, il y avait déjà des films où on parlait de spiritisme, de communication avec les esprits, etc. Donc voilà, on commence à développer un peu une curiosité par rapport à ça. Et bien sûr, un jour, je débarque chez elle et elle est avec ses demi-frères en train de faire une séance de spiritisme. Donc, je suis à la fois fascinée, impressionnée, terrifiée. J'ai vraiment les trois émotions. Et puis voilà, de fil en aiguille, tiens, essaye, allez, c'est à ton tour. Et puis j'y vais. Et là aussi, j'aurais pas dû. On peut aller un peu plus loin dans l'explication. Là aussi, j'aurais pas dû à l'époque, mais c'est vrai que j'avais envie, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que, quelque part, médium, c'est toujours entre deux, quoi. On a envie, mais on a peur. Et après, on se dit, ouais, mais peut-être qu'il va rien se passer. Donc, c'est bon, peut-être que c'est juste des films. En vrai, c'est pas comme ça. Et donc, on s'organise une soirée autour du spiritisme. Alors, bien sûr, on regarde des films avant pour bien se mettre dans l'ambiance... spirit, on va dire ça comme ça. Et puis en fait, on commence à faire une séance. Et là, donc, il me demande de contacter ma grand-mère, qui est décédée quelques mois, quelques années auparavant, je ne sais plus. Et puis, je commence à écrire avec le verre, mais en fait, ce n'est pas le prénom de ma grand-mère. Et je vais commencer à avoir des lettres qui apparaissent et qui, en fait, vont révéler un prénom d'une entité qui m'a poursuivie pendant longtemps, qui s'appelle Christine. C-H-R. Et là, je commence à mettre le C, le H, le R. Et en fait, je comprends que c'est pas bon et que j'ai l'impression que j'ai été la chercher. Et du coup, j'arrête tout, je suis pas bien. Je commence, je fais une crise d'angoisse, en fait. C'est ça qui est décrit. Et puis, je vais m'isoler. Et là, je me fais carrément attaquer dans la pièce d'à côté, pendant qu'eux, ils sont dans le salon. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et à ce moment-là, je me dis, mais je vais mourir. Parce que, en fait, l'entité, on a l'impression que c'est subtil. Et après, chacun, encore une fois, aura sa vision et son vécu là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des attaques qui ont été tellement fortes qu'enfant, je me disais, un jour, ils vont me tuer. J'ai été étranglée, j'ai été griffée, j'ai été mordue, j'ai été tirée du lit. Et là, l'attaque est d'une violence inouïe, encore plus que les autres fois, peut-être. Et je me dis, mais en fait, je vais mourir là. Je suis dans la salle de bain à l'époque, je suis presque en position fétale sous le vasque, en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et là, une intervention presque divine me sauve de cette situation et me demande surtout de ne jamais rappeler Christine. J'ai jamais refait. J'imagine. Non, c'est bon. Parce que vous dites dans le livre, vous dites Christine réclame sa vie. Oui. Donc elle voulait prendre votre vie. Ouais, je pense que. Mais en fait, elle avait une haine terrible pour moi, sans que je ne la connais pas. C'est ça, ce que je la connais pas. D'où elle sort. Après, il faut lire le livre pour savoir d'où elle sort. Bien sûr. Mais je la connais pas. Je suis qu'une enfant. Donc pourquoi elle veut ma lumière, en fait? Bon, en tout cas, on joue pas. On joue pas. Non, faut pas jouer. Non. Pas de séance de... Alors évidemment, les Ouija et compagnie, encore pire, mais les séances de spiritisme classiques avec le verre, encore moins. Alors, ça, c'est quand j'étais enfant. Hein. Donc, quand j'étais enfant, j'ai testé, j'étais curieuse, comme beaucoup d'ailleurs. Je l'ai fait aussi. Beaucoup... Je l'ai fait aussi. Beaucoup ont fait ça, beaucoup ont eu le verre cassé, etc. Je l'ai fait, oui, bien sûr. Mais c'est dangereux parce que ça ouvre des portes. Comme on dit, on ne sait jamais qui est derrière la porte. En général, c'est les entités les plus basses. Donc, forcément, ce n'est pas des bonnes entités. Après, les pratiques spirites,
dans mon évolution, quand j'ai fait ce métier, quand j'ai commencé à me documenter, que j'ai lu les livres d'Alan Kardec, quand je me suis beaucoup documentée sur Léon Denis, etc., même Camille Flammarion, ils étaient des grands spirites à l'époque, j'ai compris qu'on pouvait s'intéresser à certaines pratiques spirites à condition de le faire, je dirais, dans les règles de l'art et de le faire bien. Parce que moi, j'adore. Ça, c'est mon univers. Vous m'enfermez dans un château hanté avec une planche de Ouija et puis un peu de TCI, un peu de trucs. Je suis la plus heureuse du monde. Il faut juste qu'il fasse nuit, si possible, qu'il y ait une histoire bien chargée sur le lieu, un orage à l'extérieur. Christine ne s'est jamais représentée? Non, jamais. Non. Ah non, on ne déconne pas avec ça. non, on ne plaisante pas avec Christine. Il faut lire ça. Il y a plein d'anecdotes sur Noël 90, sur les séances. Il y avait même une histoire, je crois, mais on ne va pas la raconter là, mais ce n'est pas une histoire où il y a des jalousies parce que il y a un amoureux dans l'histoire, je crois. C'était justement ma voisine qui... en fait, j'ai développé aussi une fascination pour les cartes assez tôt. Ouais. Et mon papa, à l'époque, avait une vitrine avec des jeux de cartes. Et donc, dès qu'il avait le dos tourné, bien sûr, j'allais chercher les jeux de cartes et je jouais un peu à la voyante. Beaucoup même à la voyante. Et sauf que ma voisine se rend compte que je tire les cartes et que je joue avec les cartes. Et forcément, elle me demande un tirage de cartes. Et à l'époque, elle avait un crush, comme on dit, sur un petit copain d'école. Ouais, voilà, on dit ça comme ça maintenant. Mais je crois qu'elle était très attachée à ce jeune homme, visiblement. Et moi, je lui fais un tirage et je lui dis en toute honnêteté qu'en fait, il n'y a rien du tout. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout, quoi. Non. Et là, je comprends très vite, du coup, que quand on ne dit pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, il y a une frustration et une colère terrible. Et elle se fâche. Et en fait, je suis une hypersensible, donc moi, ça me fend le cœur qu'elle le prenne mal. Mais elle se fâche avec moi parce que je lui dis pas... ce qu'elle voulait entendre. Bah ouais, c'est le problème. Né médium aux éditions Exergue, c'est le livre d'Elisabeth Lelouarn. Alors, évidemment... ça va être très commenté, cette émission, je le sais, et c'est tant mieux. La question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent vous consulter ? Bien sûr, oui. Ouais. Depuis plus de 10 ans maintenant, je fais des consultations privées. Je fais aussi des ateliers de formation à travers toute la France. Je fais aussi des enquêtes dans le paranormal. Je fais des festivals un peu partout. Je serai en Belgique prochainement, d'ailleurs. Et puis oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un site internet qui est très complet. Je propose plein de choses différentes, donc il ne faut pas hésiter. Merci infiniment, Elisabeth. Juste un truc, quand vous êtes rentrée, tout va bien ? Tout va bien. Rien à signaler. Quand vous êtes dans ce studio, tout va bien aussi ? Ouais, moi, je me sens très bien. C'est vrai ? Oui. Je ne suis pas la médium qui voit des trucs partout. Je suis très terre à terre. J'ai une approche très dans la matière, toujours. Très bien. Eh ben, écoutez, si un jour vous croisez mon père, saluez-le. Et merci infiniment de cette authenticité. Merci. Ce parcours de vie qui est assez fascinant. Moi, j'ai une pensée évidemment pour vos enfants. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent quand on leur demande qu'est-ce qu'elle fait maman dans la vie ? Mes enfants sont grands, ils ont 22 et 19 ans. Ouais, mais... mon fils a été fan et abonné à JRM Paranormal avant moi. Donc voilà. Donc il aime bien, mais voilà, c'est avec parcimonie. Mon deuxième, il m'a dit l'autre jour, quand je vais voir ton livre quand même... sur un rayonnage, ça va quand même me faire bizarre de voir ton nom. C'est clair. Ouais, voilà. Mais c'est pas des sujets qui les intéressent beaucoup. Et après, tant mieux, je dirais. Voilà. Oui, chacun fait son chemin. Chacun fait son chemin. Après, ils regardent un petit peu ce que je fais, mais c'est pas leur dada. Bon, et on salue évidemment Eve Bria qui a fait la Madame postface. Bria, c'est ça. Madame Bria qui a fait la postface de cet ouvrage. Et Philippe Ferrer, donc, qui a écrit la préface du livre. Chez Exergue, né médium, voilà le livre. Merci infiniment, Elisabeth. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir ici. Et vous allez commenter comme toujours avec bienveillance. Partagez, bien sûr. Et nous, on va lire tout cela. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous. Merci.